Invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Jean-Christophe Lagarde, donc bonjour. Bonjour. Cohabiter avec Emmanuel Macron et lui imposer la politique de la droite classique ou travailler avec lui? Mais la question ne se pose pas comme ça. J'entendais Guillaume Tabar dire il y a un débat, il n'y a pas de débat. Il y a un projet qui a été construit par l'UDI et par les Républicains, que nous sommes en train de retravailler d'ailleurs, parce qu'il y avait des arbitrages de François Fillon qui faisaient débat entre nous, discussion entre nous, pour être prêts aux élections législatives à proposer aux Français notre politique. Et ce sont les Français qui vont en réalité choisir. Soit ils signent un chèque en blanc à Emmanuel Macron, lui donne une majorité absolue, on est reparti dans une sorte d'UMP nouvelle version, le parti unique, derrière le chef, et puis de toute façon il se passe rien, et ça a toujours échoué. Ça a échoué quand il y a eu une majorité absolue pour l'UMP à l'époque, pour le Parti Socialiste aujourd'hui, parce que pour réformer le pays, moi je le crois, il faut une coalition. Deuxième option, les Français choisissent effectivement la cohabitation, c'est pas un drame, ça s'est plutôt bien passé les dernières fois, ça a même parfois réussi à la France, et ça permet de mettre en œuvre la politique que nous souhaitons. Troisième solution, il n'y a pas de majorité. C'est un constat après l'élection, et à ce moment-là, il faut bien dégager une plateforme pour gouverner le pays. Mais ce n'est pas un choix de stratégie. Il est normal et naturel que les candidats aux élections législatives de l'UDI et des Républicains présentent leur projet. Les Français choisiront s'ils choisissent le chèque en blanc, la cohabitation ou la recomposition. Mais vous allez voter Macron? Je voterai Macron sans aucune hésitation face à Marine Le Pen. Et un mois plus tard, vous allez voter contre Macron. Mais vous savez, il y a des millions de gens en 2002... Je ne vous dis pas que c'est absurde, je vous dis que c'est quand même compliqué. Je veux l'expliquer à vos auditeurs et vos téléspectateurs. Il y a des millions de gens en 2002 qui ont voté pour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Ils ne partageaient pas la politique de Jacques Chirac. D'ailleurs, personne... Vous savez très bien, c'est pas la même situation. Je pense que c'est exactement la même situation. Parce que 2002, 2017, c'est pareil. La seule différence en réalité, c'est que personne ne s'émeut de la présence de l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle, mais l'extrême droite n'a pas changé. Sa structuration politique, c'est d'abord la division, la discrimination entre les Français en fonction de leur origine ethnique et de leur croyance religieuse. Ça conduit les Français à s'affronter. Il y a beaucoup d'injustices dans notre pays. Mais le fait Le discours de Marine Le Pen, c'est de dire en gros, on les a remplacés. Le discours implicite de Marine Le Pen, c'est de dire, ça reste à prouver dans les urnes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, la droite classique, les Républicains, l'UDI, etc., on va les balayer, c'est nous. Que Marine Le Pen défende ses intérêts, elle l'a toujours fait. La PME familiale Le Pen, qui gère ses petites affaires, on a l'habitude. Mais c'est pas parce qu'elle dit quelque chose qu'il faut le prendre pour argent comptant. Non, mais c'est pas parce qu'elle le dit qu'il faut le prendre comme argent comptant. Oui, bien sûr. C'est parce qu'elle est au deuxième tour de la présidentielle et que Fillon a perdu. Elle est au deuxième tour de l'élection présidentielle. Fillon a perdu parce que tout le monde sait que ce n'est pas tant le programme de la droite qui a été sanctionné, mais les erreurs qu'il a commises et le fait qu'il se soit maintenu à l'élection présidentielle. Vous m'avez interrogé la dernière fois. Oui, un autre candidat, de mon point de vue, aurait été qualifié et elle éliminée. Il y a un point d'écart entre Marine Le Pen et François Fillon, rappelons-le quand même. Donc ça ne veut pas dire que les Français ont décidé de balayer. Ils ont refusé François Fillon. Donc ce matin, vous êtes persuadé... Et je voudrais vous rappeler une chose. Oui. Personne ne s'en souvient. En 2002... qui est la seule élection de référence. Lionel Jospin est éliminé au premier tour. Aux élections législatives, il faisait 16% à peu près. Aux élections législatives, le Parti Socialiste a réuni 24% des voix et il a largement progressé. Je pense que les Républicains et l'UDI, à partir du projet que nous sommes en train d'écrire et qui sera prêt pour le 8 mai, peuvent largement progresser pour permettre aux Français qui pensent qu'il faut libérer le travail dans notre pays, qu'il faut reconstruire une éducation qui soit un assort social, qu'il faut effectivement s'attaquer au problème. On en a parlé pendant une demi-heure hier, Emmanuel Macron sur TF1. D'accord, mais c'est pas parce qu'il en parle qu'on est d'accord sur les solutions. D'accord. Moi, je pense qu'il faut... Vous avez vu la complexité de faire accepter aux ouvriers de Whirlpool un programme libéral qui est un programme, disons, libéral, j'allais dire, modeste. C'est pas ce que prévoyait François Fillon. Mais parce que, par exemple... Donc vous allez imposer aux mêmes ouvriers de Whirlpool le programme de Fillon aujourd'hui? Parce qu'il faut imposer le programme de Le Pen? Parce que, attendez, non, mais justement... J'ai pas dit ça, mais vous voyez bien la complexité. Je pense pas que ce soit complexe. Il y a deux élections différentes. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous n'avez que deux bulletins, Le Pen ou Macron. Si vous votez Le Pen, par exemple, pour les ouvriers de Whirlpool, vous fermez les frontières, comme il le dit. Ça veut dire que plus personne n'investit dans notre pays. Vous sortez de l'euro, ça veut dire que vos entreprises sont affaiblies et vous avez 30% de perte de richesse nationale. Bref, c'est un effondrement économique de la France. Emmanuel Macron ne fait pas de démagogie. On peut lui reconnaître au moins d'être resté pendant une heure et demie avec les ouvriers sans faire de la démagogie comme Hollande l'avait fait il y a 5 ans à Florange. Et en même temps,
moi je dis, et c'est une des raisons pour lesquelles évidemment nous ferons campagne sur nos idées et nos valeurs, que la solution à Whirlpool, en l'occurrence, c'est l'Europe, mais pas l'Europe d'aujourd'hui. Une Europe qui rapproche les niveaux de protection sociale, comme ça il n'y a pas de concurrence déloyale entre Français et Polonais, et qui rapproche les niveaux fiscaux. Vous ne pas comprendre ma question. Je prenais le cas de Whirlpool parce qu'on pourrait prendre le cas des fonctionnaires. Dans le cas de Macron, c'est 120 000. On voit que c'est déjà très difficile à faire passer. Dans le cas de Fillon, c'est 500 000. Est-ce que vous êtes toujours sur le programme de Fillon ? J'ai dit, moi, que je ne pensais pas que 500 000 en 5 ans était possible. Donc vous voyez qu'il y a un problème, donc il y a un flou dans l'accord de la droite. Écoutez, évidemment, pas du tout. On est en train de réécrire le projet en fonction... François Fillon avait fait des arbitrages qu'un certain nombre d'entre nous ne partageons pas. On m'a souvent interrogé sur les 500 000. J'ai dit que 500 000, ça peut se faire en 8 ans. Pardon, nous sommes en train de discuter. 500 000, ça peut se faire en 8 ans. Si vous faites la division, on est à une capacité réelle de réduire le nombre d'emplois publics pour réduire nos déficits sans désorganiser les services de l'État ou des collectivités locales. Donc il n'y a pas de chiffre pour l'instant. On est en train d'y travailler. Il y a 4 jours. D'accord, mais enfin, trouver un chiffre... Moi, je vous dis, mon opinion, c'est 500 000 étalés sur 8 ans. On est d'accord c'est une question que je vous pose. L'accord qui avait été prévu, donc, c'est-à-dire qu'il y ait 92 circonscriptions où les Républicains soutiennent les candidats de l'UDI, c'est toujours maintenu. Bien sûr. Et parce qu'il y a les propos de Barois, on n'a pas très bien compris. C'est fini, c'est bloqué. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Il l'a confirmé lui-même, il me l'a confirmé à moi, et ainsi que toute la direction des Républicains. Donc il n'y a plus de problème. Non, nous sommes en train de travailler sur le projet parce que c'est ça qui compte. C'est pas seulement l'accord électoral. Il est nécessaire parce que mécaniquement, il vaut mieux présenter des candidats ensemble que séparés. Il ne reste pas moins que c'est le projet qui compte. Avec, moi je le souhaite, une inflexion sociale que François Fillon n'avait pas souhaité donner. Cette inflexion sociale, elle doit s'adresser d'abord aux petites retraites parce qu'on a vu dans le mandat de François Hollande combien la modification du niveau de vie des retraités peut mettre des millions de nos anciens dans la difficulté, mais également d'ailleurs un coup de pouce sur ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, c'est-à-dire les salariés qui, bien que travaillant, n'arrivent pas à s'en sortir. J'ai plusieurs questions à caractère personnel. François Baroin qui, d'une certaine manière, dit ce sera moi le Premier ministre, d'interview en interview, ou en tout cas qu'il laisse entendre, qu'il voit des gens, je suis le seul compatible. Ça vous paraît normal de faire ce type de déclaration ? Le Premier ministre... Si on cohabite, c'est moi. Si on cohabite pas, c'est moi. Le Premier ministre, il sera désigné par le Président de la République à l'issue des élections législatives. Que les Républicains se mettent d'accord pour avoir quelqu'un qui est plutôt capable de rassembler. Moi, j'ai pas de problème avec François Fillon. Et avec François Baroin, pardon. Et si ça arrivait, il y aurait, pas de drame. Au contraire, avec l'UDI. Et Bruno Le Maire qui dit qu'il en a marre, au fond, qui implicitement dit qu'il en a marre qu'une grande partie de la droite continue à se référer plus ou moins clandestinement à Nicolas Sarkozy, alors qu'il a perdu donc à la fois les primaires et l'élection présidentielle, et qui au fond dit moi je préfère travailler avec un réformateur, laisse tout ça s'étend. Non, parce qu'il le dit, s'il n'y a pas de majorité, LR-UDI à l'Assemblée nationale. D'accord, qu'il dit qu'il vaut mieux travailler directement avec Macron plutôt que de Monsieur Durand, pardonnez-moi, parce que je vais pas commenter les débats internes aux Républicains, je pense que c'est pas mon actualité, ni l'actualité des Français. Ils ont des débats, et c'est bien naturel après l'échec électoral que le candidat des Républicains vient de connaître. Je dis simplement que la construction d'une majorité, elle se fait sur la base d'un programme, et que c'est là-dessus, en réalité, qu'il faudra faire. Mais attention, c'est après le second tour de l'élection présidentielle. Parce que je suis effaré de voir que depuis dimanche, le candidat lui-même d'ailleurs, ils ont cru que ça y est, c'était fini, que la campagne était terminée. Moi, je dis aux Français, l'élection de Marine Le Pen, elle est possible. Et quand j'entendais tout à l'heure ceux qui veulent s'abstenir en se disant ça se fera sans moi je voterai Emmanuel Macron. Je ne valide pas son projet politique. J'ai des points d'accord avec lui d'ailleurs sur un certain nombre de choses, sur l'Europe notamment. Mais je ne valide pas son programme économique, par exemple. Je me battrai pour notre programme économique et social. Et, il y a 2 élections, il y a l'élection présidentielle, éliminons le risque... un exemple, quel est l'exemple, le grand exemple de différence entre vous et lui sur le plan économique et social ? Par exemple, je suis contre l'augmentation de la CSG, parce que je pense que c'est une erreur fondamentale. Alourdir le coût du travail... Vous préférez la TVA ? Mais attendez, vous avez 3 choses taxables dans notre société. Le capital, il s'en va à la vitesse de la lumière à l'autre bout du monde. Le travail, on voit qu'il se délocalise. Whirlpool en est un triste exemple. Et la consommation. La consommation est la seule que vous pouvez pas délocaliser. C'est ce que les Allemands ont fait depuis 1997. Aujourd'hui, ils sont à l'équilibre budgétaire, ils sont au plein emploi, ils vivent mieux que les Français. On pourrait peut-être de temps en temps ne pas commettre nos erreurs ou les répéter. Le fait que très peu de jeunes... Et l'augmentation de la CSG, personne ne l'a compris. Quand Emmanuel Macron dit « j'augmente la CSG, mais je compense ça sur les salaires », il peut le faire pour les salariés, pas sur les retraités. Ça revient à prendre de l'argent retraité pour les donner aux salariés. Moi, je suis contre ce genre de disposition. Le silence de Mélenchon qui a obtenu le vote d'une grande partie de la jeunesse de France, est-ce que c'est un silence qui vous inquiète ? Je vous rappelle que François Fillon, seul moins de 10% des jeunes en France ont voté pour François Fillon. C'est de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est un silence coupable et indigne.
je le dis. Évidemment qu'il a lui aussi des désaccords avec Emmanuel Macron. Mais comment un leader de gauche extrême peut-il jouer avec l'extrême droite ? Voilà la question. Et le faire en direction de jeunes, notamment de catégories populaires, qui seront les premiers visés et les premières victimes de la politique de Mme Le Pen si elle est élue. Parce que, vous savez, les plus jeunes, les moins qualifiés, sont toujours les premières victimes d'une crise. Or, le programme économique de Mme Le Pen est tellement un non-sens qu'il effondre l'économie française. Il y a même des patrons qui se sentent obligés de dire « Mais attendez, si vous faites ça, mon entreprise, elle coule. Elle ferme, elle licencie. Et les premiers licenciés, c'est pas les bobos, c'est les ouvriers, c'est les catégories populaires. Le paradoxe de cette élection, c'est que c'est vrai qu'elle attire un certain nombre de voix des catégories populaires, mais ils seraient les premières victimes. Je vous prends un exemple. Quand elle dit « on sort de l'euro », très bien, c'est pas une question idéologique, c'est une question économique. Sortir de l'euro, ça veut dire une dévaluation de 30%. Toutes les personnes... Dis-moi. Oui, c'est ça, elle peut raconter ce qu'elle veut. La réalité, c'est que tous les économistes disent c'est entre 25 et 30%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un Français ? Si vous avez 3 000 € à la caisse d'épargne, le lendemain, quand on sort de l'euro, ça représente 2 000 €. Vous avez perdu 1 000 €. C'est intelligent ? C'est intelligent, ça veut dire que si vous avez une dette et que vous devez 10 000 €, en réalité, vous devez rembourser 13 000. C'est ça ce que ça veut dire. Et cet appauvrissement de la France n'est pas une ligne économique défendable. Et ceux qui perdent les pots cassés, c'est pas ceux qui ont un niveau de vie confortable. Ce sont justement les gens que j'administre dans ma commune. C'est-à-dire les gens des catégories populaires qui ont déjà bien du mal à s'en sortir. Elle ne fait qu'aggraver les choses. Et comme je vous le disais, il y a beaucoup d'injustices en France. Mais ce n'est pas en nous affrontant qu'on va régler les injustices. Dernière question. Or, le programme du Front National, ça ne conduit qu'à l'affrontement. Pourquoi vous voulez sanctionner Mme Boutin et Sens Commun ? Parce que Mme Boutin, elle est sortie du champ, entre guillemets, de ce que j'appelle les démocrates et les républicains en appelant à voter Mme Le Pen. Voilà la réalité. Et Sens Commun qui fait semblant, comment dirais-je, de penser qu'Emmanuel Macron est pire que Mme Le Pen. Enfin, s'il le pense, dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans le camp des républicains. En tout cas, c'est mon sentiment. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, par-delà les consignes qui seront données par les leaders, au fond, les électeurs vont faire strictement ce qu'ils veulent ? Mais bien sûr, comme d'habitude. Mais vous voyez, vous me posiez la question sur M. Mélenchon, un responsable politique, quelqu'un qui prétendait être président de la République il y a encore une semaine. Ça prend position. Ça ne veut pas dire que les Français vous suivent, mais ça ne se cache pas et ça dit ce qu'ils souhaitent qu'on fasse. Sinon, à quoi servent-ils ? Ce que vous appelez les leaders politiques, ce sont des leaders d'opinion. Ils donnent une opinion, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours approuvés, mais au moins ils ne se cachent pas. Merci mille fois. 8h29, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première, et c'est Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, qui était donc l'invité politique de la matinale.